J'ai bien compris que vous essayez de paniquer tout le monde. Alain Spielbout, il m'a pas échappé que vous étiez députée lilloise et que même potentiellement vous vouliez briguer la mairie de Lille. Est-ce que vous assumez aujourd'hui devant les gens et devant les Lilloises et les Lillois de leur dire qu'avec le budget de Bayrou, il y aura 7 milliards d'euros de coupes dans les collectivités territoriales, c'est-à-dire des millions en moins pour les mairies, pour les départements, pour les communes. Le budget que vous êtes en train de soutenir aujourd'hui, c'est forcer les communes demain à devoir choisir entre être en capacité de réparer l'école, être en capacité d'avoir des transports en commun. Si, c'est la réalité, Madame Spielbout. Aujourd'hui, tous nos services publics sont usés, ne sont plus en capacité de faire face parce que vous... Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre à like et de vous abonner. Dans cette vidéo, le Coq, membre de la France Insoumise, LFI, livre une critique acerbe et sans détour contre la politique menée par La République En Marche, LREM, et particulièrement contre Violette Spielbout, figure du gouvernement. Son intervention, enflammée et pleine de conviction, dénonce vigoureusement les dérives de la politique macroniste, qu'il qualifie de dangereuse pour les droits sociaux et la démocratie. Le Coq va jusqu'à affirmer que sous le gouvernement Macron, une forme moderne d'esclavage est en train de se réinventer, une dénonciation choc qui traduit la gravité de sa perception des réformes en cours. Face à la députée LREM, le Coq n'hésite pas à accuser le gouvernement de sacrifier les travailleurs, de bafouer les acquis sociaux et de multiplier les inégalités. Selon lui, les politiques d'Emmanuel Macron, notamment en matière de travail, de retraite et de services publics, créent une société où les plus faibles sont écrasés sous le poids de décisions économiques et sociales qui favorisent les grandes entreprises et les plus riches. Dans cette confrontation, il dénonce également le rôle de figures comme Violette Spielbout, qui, selon lui, représente une politique centrée sur les intérêts d'une élite, loin des préoccupations quotidiennes des citoyens. À l'Assemblée nationale, des débats avec, y compris au sein du bloc central. La proposition, je le rappelle, elle vient d'Astrid Panosyan, qui est une des cofondatrices d'En Marche, qui ne peut pas être accusée d'antimacronisme. Mais on a vu qu'au sein même du groupe macroniste, la proposition faisait débat et était rejetée. Et donc, c'est d'une certaine façon, si j'ironisais, j'irais le charme de la méthode Bayrou, c'est-à-dire qu'effectivement, on laisse comme ça prospérer des ballons d'essai, on voit de quel côté ça tombe, on voit comment réagit l'opinion publique, on voit comment réagissent aussi les parlementaires. Voilà, et puis à la fin, Éric Lombard vient en quelque sorte clouter ou conclure un débat, mais qui en réalité échappe pour l'essentiel au pouvoir ou aux prérogatives du gouvernement, puisqu'encore une fois, la composition de l'Assemblée fait qu'aujourd'hui, ce sont les députés qui décident à la fin des fins. Et ça ne serait pas passé. Violette Spielbout, on fait bien de reculer sur cette mesure ? Je crois qu'il y a eu un moment d'inquiétude assez important. Moi, j'ai été appelée de toutes parts à Lille et dans ma circonscription parce que les retraités, quand on dit plus de 2 000 €, finalement, on sait bien que quand on enlève les impôts sur le revenu, la CSG, l'aide familiale aux enfants, aux petits-enfants, c'est pas un revenu. C'est pas aisé. C'est pas aisé et on n'a pas envie d'être plus taxé quand on sait qu'effectivement en France, il y a le sujet du pouvoir d'achat. C'est le sujet de votre journée aujourd'hui spéciale à BFM. Tout le monde se serre la ceinture. Donc, ce qui est bien, c'est que ça durait pas trop longtemps. C'est-à-dire, il y a eu cette idée émise par la ministre. Il y a eu beaucoup de réactions, y compris au sein de notre groupe, vous l'avez dit, Neila. Et puis, aujourd'hui, le débat est clos. Pas d'augmentation pour les classes moyennes, pour les familles. Je crois qu'il faut rassurer les Français, rassurer les entreprises aussi. Éric Lombard a été assez clair ce matin. Il vaut mieux que le débat soit clos, parce que c'était mettre le feu dans le pays. Considérer qu'un retraité qui gagne plus de 2 500 €, qui touche plus de 500 000 est un privilégié, c'est invraisemblable. C'était peut-être pas aussi caricatural. Ouais, non, mais son idée, c'était comment trouver des sources de financement. Ah oui, mais ça, c'est une vraie question. Les économies, personne n'a envie de les faire, les économies. On est dans une semaine très particulière, parce que les 7 heures gratuites, c'est une autre blague aussi, celle-là. C'est contre tous les principes. C'est une réponse aux 7 heures gratuites. Et c'est contre tous les principes de la droite. La fameuse formule de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, c'est contre tous les principes de la gauche qui, je rappelle, historiquement, expliquent que tout travail mérite rétribution. C'est une espèce de... C'est une idée absolument baroque. Ligne rouge écarlate, dit le PS. 2 idées baroques dans la même semaine, ça fait quand même beaucoup. Oui, Aurélien Coq. Aurélien Lecoq, oui, effectivement. Les lignes rouges, là, pour vous, s'accumulaient. Non, mais il faut dire que ce gouvernement, visiblement, ne sait plus quoi inventer comme idée farfelue pour réussir à, d'une part, matraquer et saigner les Français, parce que je le rappelle, le budget que nous présente là M. Bayrou, c'est le même budget que M. Barnier, mais avec 10 milliards de coupes austéritaires en plus. C'est donc le budget qui a été censuré, mais en pire. Et donc, il aura vraisemblablement... En pire pour les Français. On passe de 60 milliards d'économies à seulement 50. Non. On passe à 50 milliards d'économies parce que
on abaisse moins le déficit et qu'on va moins chercher chez les plus riches parce que, comme on a décidé de ne pas redéposer un budget, on ne peut pas aller chercher plus de recettes. Par contre, en termes de coupe dans les dépenses d'austérité directes vécues par les gens, c'est 10 milliards de plus parce qu'on était à 20 milliards avec le gouvernement Barnier et on est à 30 milliards avec le gouvernement Bayrou. Je voudrais juste dire un mot sur ce que vous évoquiez juste avant, sur ces 7 heures de travail gratuit. Rendez-vous compte ? On résume, c'était une journée de travail gratuite en plus pour financer le grand âge. Voilà. Rendez-vous compte que la Macronie est à 2 doigts de nous réinventer l'esclavage, quoi. Non mais imaginez qu'on va dire à des gens, vous allez travailler gratuitement. Pourquoi ? Parce que vous travaillez déjà pas suffisamment ? Alors que la productivité des Français a été multipliée par 3 ces dernières 50 années ? Si la productivité des Français a été multipliée par 3, leur temps de travail, leur salaire a été multiplié par 3. Non, la réalité, c'est que ce qui a été multiplié par 2 pendant le quinquennat Macron, c'est le patrimoine des 500 plus riches. Pourquoi on demande aux salariés, aux gens qui galèrent tous les jours, d'aller travailler gratuitement, alors que pendant ce temps-là, on a des actionnaires qui font rien, qui passent la vie les mains dans les poches et qui ont encaissé 100 milliards d'euros l'année dernière. Ça va poser une autre question de colonne vertébrale et de cohérence idéologique pour le bloc central. C'est qu'il y a encore quelques temps, j'ai le souvenir d'un certain nombre de députés d'un parti, d'un bloc central qui était vent debout aux côtés de Gabriel Attal sur le travail qui ne paye pas assez, sur la désmicardisation et sur le fait qu'en France, les salaires ne sont pas assez élevés. De fait, si vous demandez à des gens de travailler des heures de plus gratuitement, ça revient à abaisser le taux du salaire horaire et ça va complètement en contradiction avec ce qui était porté ces derniers mois. Au risque d'une incompréhension aussi totale de l'opinion sur ce qui guide les principes de ce bloc macroniste. De toute façon, on va voir dans le débat parlementaire, on va voir aussi la façon dont chaque député travaille pour les habitants de sa circonscription. Moi, quand j'entends Monsieur Lecoq, qui est dans une circonscription pas loin de la mienne, à Lille, et qui parle d'un budget qui rétablit l'esclavage, on voit qu'il y a des députés comme ceux de la France Insoumise. Vous êtes favorable à faire travailler les gens gratuitement, Je vous répondrai après. Les députés qui veulent bloquer, qui veulent faire reculer le pays, qui sont toujours dans l'outrance, la révolte, et puis des députés comme nous qui sommes en responsabilité, c'est-à-dire nous on essaye d'être à l'écoute, moi, de l'Institut Pasteur de Lille, de la mairie de Lille qui est inquiète pour son budget, de nos entreprises, d'Euratechnologie, de tous ceux qui nous font remonter des propositions pour qu'au sein de ce budget, on ait le plus de justice possible. Et donc chacun doit porter son territoire plutôt que de tenter en permanence de bloquer le débat. Et on le voit, finalement, ça vous intéresse pas, le débat budgétaire. Attendez, la seule réponse courte et on va à l'Assemblée bloquer après, la France et empêcher qu'on ait un budget, que nos entreprises soient rassurées. J'ai bien compris que vous essayez de paniquer tout le monde. Alain Spielbout, il m'a pas échappé que vous étiez députée lilloise et que même potentiellement vous vouliez briguer la mairie de Lille. Est-ce que vous assumez aujourd'hui devant les gens et devant les Lilloises et les Lillois de leur dire qu'avec le budget de Bayrou, il y aura 7 milliards d'euros de coupes dans les collectivités territoriales, c'est-à-dire des millions en moins pour les mairies, pour les départements, pour les communes. Le budget que vous êtes en train de soutenir aujourd'hui, c'est forcer les communes demain à devoir choisir entre être en capacité de réparer l'école, être en capacité d'avoir des transports en commun. Si, c'est la réalité, Madame Spielbout. Aujourd'hui, tous nos services publics sont usés, ne sont plus en capacité de faire face parce que vous détruisez tout. En tout cas, je crois que chacun doit prendre ses responsabilités dans un moment qui est grave pour le pays. Pierre Moscovici, qui vient de la gauche, l'a dit. Il y aura l'État, il y aura les collectivités. Chacun devra faire des efforts. Vous avez un on va tout de suite aller à l'Assemblée nationale retrouver Anthony Lebos parce qu'on se demande quelle va être la position du Parti socialiste, responsable ou pas. C'est un jour important, un jour de niche parlementaire. Ça veut dire que le PS choisit l'ordre du jour. Anthony, ce parti qui se retrouve vraiment au centre de tous les débats sur l'avenir du gouvernement, une forme de bienveillance ou pas, mais qui maintient la pression. Oui, parce que le Parti socialiste compte bien rester exigeant avec le gouvernement, assurant d'ailleurs que l'hypothèse d'une censure est toujours sur la table. Alors l'avertissement du PS sera signé aujourd'hui par les sénateurs socialistes. Parce qu'au Sénat, aujourd'hui, il y aura un vote solennel qui concerne le texte budgétaire, le budget de l'État 2025. Et le PS a d'ores et déjà annoncé hier qu'il votera contre ce budget, estimant qu'il est terriblement mauvais. Façon de mettre un coup de pression supplémentaire sur le gouvernement de François Bayrou. En fait, le PS veut poursuivre les négociations avec le gouvernement d'ici au retour du texte budgétaire à l'Assemblée prévu la semaine prochaine et espère obtenir d'autres concessions que celles qui ont été obtenues la semaine dernière au moment de la déclaration de politique générale de François Bayrou et de l'examen de la première motion de censure qui avait été déposée par LFI. Des concessions d'ailleurs qui ont été largement critiquées par LFI.
toujours allié pour l'instant du Parti socialiste. LFI a d'ailleurs prévenu, si les députés socialistes ne votent pas à la prochaine censure, alors ils rompraient définitivement avec le nouveau Front populaire. Des unions possibles du NFP donc, mais qui devraient se retrouver aujourd'hui à la faveur de la niche parlementaire du PS. Alors c'est quoi une niche parlementaire? C'est une journée qui est consacrée à un seul et même groupe parlementaire et qui dépose les textes qu'il veut. Aujourd'hui c'est le PS. Examen des textes de 9h à minuit. Il y a des textes qui concernent la vie quotidienne, notamment la généralisation des repas à 1 euro ou encore la lutte contre la vie chère en Outre-mer. Et le PS espère justement obtenir des majorités sur ces textes consensuels. Anthony Lebos avec Fantine Danzer. Vous évoquiez cette première étape pour le budget, Anthony, les sénateurs qui vont se prononcer sur une première version du texte. Alors pourquoi le Sénat? Ça mérite un éclairage, on en parle avec vous, Benjamin Dubois. Le Sénat et surtout, sur quelle base de texte? Est-ce qu'on reprend le même? Eh bien, Roselyne, ce projet de loi de finances qui avait été suspendu, on s'en souvient, par la censure du gouvernement Barnier au mois de décembre, il est repris précisément là où il s'était arrêté au Parlement. Pour gagner du temps, le gouvernement a opté donc pour cette solution en excluant l'hypothèse de repartir de zéro avec un autre projet, ce qui aurait nécessité plusieurs semaines de débat. Désormais, donc, place au vote au Sénat avec un texte initié par Michel Barnier et donc repris par François Bayrou. Les sénateurs vont se prononcer sur ce texte qu'ils retravaille depuis déjà une dizaine de jours. Et alors, ça a une chance de passer ? Alors, il faudra surveiller ce que va faire la gauche qui dénonce des coupes budgétaires proposées par le nouveau gouvernement. Anthony Lebos le disait à l'instant. Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes, a annoncé donc que son groupe allait voter contre le budget ce jeudi. Nous ne sommes ni vos alliés ni vos partenaires. C'est ce qu'il a assuré hier à François Bayrou. Mais sauf surprise, ce projet de budget devrait néanmoins obtenir sans peine une majorité dans la Chambre haute. Ensuite, la commission mixte paritaire a prévu de se réunir le 30 janvier pour accorder les positions entre donc sénateurs et députés. De sources concordantes, cette commission devrait s'avérer conclusive et cela amènera à une lecture des conclusions à l'Assemblée comme au Sénat, vous le voyez, autour du 4 février prochain et ce serait à ce moment-là le premier déclenchement possible d'un 49.3 par François Bayrou à l'Assemblée. Alors le budget, on le sait, Benjamin, est en 2 volets. Les sénateurs vont aussi se pencher sur un autre texte, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et là, c'est compliqué. Oui, c'est ce texte-là, Roselyne, qui pose le plus de problèmes. Le financement des retraites ou du grand âge, c'est là-dedans. Ce texte sur lequel le gouvernement Barnier était donc tombé à l'Assemblée le 4 décembre. C'est une obligation constitutionnelle. Un texte issu de commission mixte paritaire se doit d'avoir été soumis aux 2 chambres du Parlement. Les sénateurs vont reprendre les conclusions de cette commission mixte paritaire du 27 novembre dernier. Si les conclusions sont bien adoptées, le texte prendra la direction de l'Assemblée. Les députés se sont réservés une semaine, vous le voyez, du 3 au 7 février pour cet examen. Dès cette première semaine de février, le Premier ministre pourrait engager sa responsabilité sur ce texte. Merci beaucoup, Benjamin. Et dans ce texte, le Sénat a rajouté un amendement qui prévoit de supprimer les avantages accordés aux anciens présidents et premiers ministres. On parle de voitures avec chauffeur, de collaborateurs, de secrétariat. C'est une enveloppe quand même qui frôle les 3 millions par an. Alors, est-ce que ce sera confirmé à l'Assemblée nationale? Vous le voterez ou pas? Suppression des avantages des anciens présidents et premiers ministres. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une hypocrisie de la part d'anciens présidents ou de premiers ministres qui, par ailleurs, sont tous plus ou moins revenus dans le jeu politique pour faire la misère aux Français. Pas tous. De leur demander... Non, mais vous voyez bien à qui je pense. On en a 16 des anciens premiers ministres. Je pense à François Hollande, je pense à Madame Borne, je pense à Monsieur Valls, qui profitent de tous les avantages de l'État, tout en demandant à tous les autres de faire des économies, tout en détruisant nos universités, tout en détruisant notre hôpital, etc. Donc, bien sûr, le fait qu'on mette moins d'argent là-dedans, c'est compréhensible. Et par ailleurs, je le dis aussi, Emmanuel Macron est le président de la République qui a quasiment le plus augmenté le budget de l'Élysée en frais de réception et en frais de bouche depuis qu'il est là. Après, il faut dire les choses également clairement. 2,8 millions, là où le débat se décide en dizaines de milliards, c'est pas ça qui va résorber le déficit ou changer la situation. Bien sûr, il faut que les anciens premiers ministres et les présidents de la République se servent moins dans les caisses de l'État, mais il faut surtout qu'on aille faire les poches à leurs amis, les multimilliardaires, les actionnaires, à qui, eux, ont fait énormément de cadeaux. Je voudrais juste le rappeler, c'est 200 milliards par an qui partent aux grandes entreprises. C'est à la fois symbolique et assez démagogique, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, mais on demande aux Français de faire des économies, effectivement. Mais qu'un ancien président ait quelques mètres carrés pour des bureaux, un chauffeur, une voiture et un garde du corps... Oui, mais pour certains, ça dure 30 ans. Oui, mais très bien, tant mieux pour eux. L'argument de Nathalie Goulet, c'est que
Entre-temps, beaucoup font d'autres choses, travaillent à Oui, côté. mais en même temps... Elle a utilisé une phrase d'ailleurs assez drôle hier au Sénat en disant « j'ai vérifié, aucun n'est au resto Personne du n'est au cœur ». resto du cœur, voilà. Oui, Je c'est laisse vrai, qu'il oui. goûte. Peut-être deux réactions. Que c'est assez deux démago réactions. quand même. La première, c'est que s'il faut faire les poches, comme dit Monsieur Lecoq, peut-être il faut regarder le train de vie de Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, il passe sa vie dans les palaces, il arrive à la braderie de Lille en 4x4. Attends, mais qu'est-ce que vous racontez? On s'éloigne un peu. Regardez comme elle est mal à l'aise. Exemplaire. Je suis très à l'aise Non, sur vous une êtes mal à l'aise parce que vous êtes la en réduction du train train de de vie. défendre vos amis alors qu'à Attends, côté, vous voulez supprimer... Est-ce que je peux poser les questions? Est-ce que vous voteriez cette mesure? Je réponds à votre question. Oui. La réduction du train de vie pour les anciens présidents et premiers ministres, je suis pour. Je suis pour beaucoup de mesures que le Sénat a courageusement votées ces derniers jours, notamment la suppression de certaines agences. Et moi, je suis aussi pour que les salaires des très hauts fonctionnaires soient plus transparent et réduit lorsqu'il est très important. Donc il y a des efforts à faire sur le train de vie de l'État, les dépenses de l'État. Et donc ces efforts, ils doivent être mesurés et décidés partout. Merci beaucoup. Vous évoquiez Emmanuel Macron. Il est mobilisé sur un autre dossier, vous allez voir. Peut-on payer le péage avec son téléphone? Eh oui, Benoît Garret, un influenceur, s'est ainsi fait verbaliser en dégainant son portable à la barrière de péage. Sa vidéo a été vue des millions de fois. Merci pour l'alerte, lui a répondu le président qui veut changer la loi. Oui, imaginez à la scène un péage, vous sortez votre smartphone par la fenêtre pour l'approcher de la base de paiement, vous savez, le petit lecteur de carte bancaire, et là, police, moto, gyrophare, arrêtez-vous, pourquoi? Portable au volant, 5 millions de vues, vous le disiez, pour cet usager, qui dit cette prise, c'était le 11 janvier dernier, 90 € d'amende et 3 points de permis en moins, injuste et hallucinant, s'indignaient de plus en plus d'internautes. Certains disent avoir connu la même mésaventure, parfois dans les drives de fast-food aussi, c'est pareil, vous conduisez, ils n'étaient pas au bout de leur surprise, vous le disiez, regardez ce que poste l'Élysée sur TikTok. Je viens de me manger 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Il y a 0 vanne. C'est quoi tous ces policiers? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste payé le péage avec mon téléphone. Bonjour, je viens de vous voir. Quoi? Vous avez raison. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Merci pour l'alerte. Voilà, le chef de l'État qui n'a que ça à faire, qui va donc se pencher sur ce qui ressemble à une aberration. Mais oui, c'est bien la loi. Les policiers n'ont fait qu'appliquer la loi. Un peu zélés, ces policiers, peut-être, mais en effet, 2025 ou pas, interdit d'avoir un portable à la main. C'est le code de la route qui précise même noir sur blanc dans ce même chapitre. Je suis allé vérifier. Attention, le véhicule momentanément arrêté sur une voie doit être regardé comme étant toujours en circulation. Arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2018. Bref, au péage, vous êtes encore sur l'autoroute. Interdiction formelle de toucher votre portable dès que le moteur tourne, en gros, même sur un parking, vous êtes en circulation. Notons d'ailleurs que sur le site internet officiel de Vinci Autoroute, il y avait un encart qui vous encourageait à payer le péage avec votre smartphone. Ça désengorge les files d'attente, ça va plus vite. Eh bien, hop, il vient de disparaître ce matin après cette embrouille parce qu'en fait, et encore une fois, la loi actuelle ne permet pas de tenir un téléphone en roulant, même très doucement. 2 grandes réactions en ligne pour finir. La première, vous l'avez faite d'ailleurs un peu, c'est ceux qui se demandent si le président n'a pas d'autres priorités en ce moment, chacun jugera, et ceux qui lui expliquent que c'est gentil, mais ce qui nous embête vraiment au fond, c'est pas de payer 30 € de péage par carte bleue ou même en liquide, c'est de payer 30 € de péage. C'est plutôt sur une baisse des tarifs qu'on l'attendait. Mais bon, jamais content les internautes. Ouais, Maurice, un président doit-il vraiment dire ça, se préoccuper des péages? C'est totalement lunaire. J'ai passé, ouvrez les guillemets, j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire dans un moment politique de cohabitation plutôt dur d'ailleurs entre François Bayrou et le président s'occupe de passer le dossier au ministre de l'Intérieur. Non, puis surtout, ça veut dire, moi, dès que je suis pas contente, je fais une vidéo, ça remonte et hop, mon dossier arrive en haut de la pile. Une seconde. Je termine ma phrase. Beaucoup de questions sur les vélos, C'est extrêmement troublant sur la situation politico-psychologique du chef de l'État en ce moment. Je crois qu'il ne sait pas de quelle façon se situer dans cet ensemble politique. C'est vraiment extrêmement particulier. Il y a quand même un vrai sujet derrière, C'est que l'argent qu'on paye pour les péages aujourd'hui, c'est le cas parce qu'on a privatisé l'ensemble des autoroutes. Oui, mais comme dit... En conclusion, l'intervention de Lecoq face à Violette Spieubou et à la politique macroniste soulève des questions cruciales sur la direction que prend la France sous le gouvernement d'Emmanuel Macron. En qualifiant les réformes de la Macronie de réinvention de l'esclavage moderne, Lecoq met en lumière ce qu'il considère comme une attaque systématique contre les droits sociaux et une mise en place d'un système où les plus vulnérables sont sacrifiés pour le profit d'une élite. Ces accusations contre LREM sont loin d'être anodines, elles révèlent une profonde inquiétude quant à l'avenir des travailleurs, des jeunes, des retraités et de tous ceux qui peinent à joindre les deux bouts dans une société de plus en plus inégalitaire. Dans cette confrontation,
il ne s'agit pas seulement d'un affrontement politique entre la France insoumise et la République en marche, mais bien d'un combat idéologique sur la place de l'humain dans la société et sur la manière dont la politique économique et sociale devrait être menée. Selon Le Coq, les politiques de Macron ne cherchent qu'à maintenir un statu quo qui profite à une poignée de privilégiés, tout en accentuant les souffrances des classes populaires. Son appel à la résistance et à la mobilisation est un cri d'alarme, une invitation à ne pas se laisser écraser par un système qui, selon lui, est en train de détruire les fondements même de la solidarité et de la justice sociale. Face à cela, il est urgent de se poser la question, quelle société voulons-nous construire ? Une société où les droits des citoyens sont sacrifiés pour des intérêts économiques, ou une société où la solidarité, l'égalité et la dignité humaine sont respectées ? Le Coq, avec sa critique virulente, nous invite à ne pas rester passifs, à prendre position et à nous opposer fermement à des réformes qui creusent encore davantage les inégalités. L'enjeu est celui de notre avenir commun, de la manière dont nous souhaitons vivre ensemble et des valeurs que nous voulons défendre dans notre pays. La bataille pour une société plus juste est loin d'être terminée, et chacun a un rôle à jouer pour faire entendre sa voix face à un pouvoir qui semble de plus en plus déconnecté des réalités du terrain.